Lundi 28 août 2017, mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. Démarrage ce lundi au Palais du Peuple des travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Ils sont axés, ces travaux, sur la loi des finances rectificatives 2017 et le débat d'orientation budgétaire. La rencontre, qui a été convoquée par un décret présidentiel, va durer 2 semaines durant. Omar compte rendu. C'est une session qui sera consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances rectificatives 2017. Elle sera suivie pour la première fois dans l'histoire économique du pays d'un débat d'orientation budgétaire qui va durer 3 jours. Un débat qui, selon le président de l'Assemblée nationale, sera ouvert à la société civile et au secteur privé. Une manière de permettre aux partenaires de terrain d'être informés des hypothèses de croissance et des priorités de développement du gouvernement pour les 3 prochaines années. Le débat d'orientation budgétaire est donc une étape décisive qui conditionne l'examen et l'adoption de la loi de finances initiale parce qu'il informe sur les grandes orientations budgétaires à l'appui, entre autres, d'analyse prospective pertinente, la préparation structurelle, sectorielle et géographique des investissements, les niveaux de la dette publique et les perspectives de la pression fiscale. Pour la ministre de l'Économie et des Finances, la loi des finances rectificative a été élaborée suite au constat d'une baisse ou d'une hausse au niveau des recettes et dépenses qui sont liées à l'évolution de la conjoncture économique et financière. Il y a quelques augmentations qui ont été constatées, notamment au niveau des recettes fiscales, mais aussi au niveau des dépenses. Il y a certaines composantes comme les subventions par exemple qui ont connu une augmentation, une exécution beaucoup plus importante à l'issue du premier semestre 2017. Donc il s'agit pour nous de prendre acte de ces modifications et de les concrétiser par une loi de finances rectificative. En dépit des questions techniques liées au débat d'orientation budgétaire, selon le président de l'exécutif, la démarche vise à corriger les insuffisances relevées par différentes missions d'assistance technique et financière dans les premiers rapports d'exécution budgétaire transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Le nouveau ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique est rentré ce dimanche au pays. Sanusi Bantamasso a été accueilli à l'aéroport international de Conakry-Bessia par la jeunesse du parti au pouvoir avant d'être accompagné au siège de RPG Arc-en-Ciel où d'autres militants l'attendaient aussi. Bamomar Alpha, compte rendu. Après le tollé sur la toile des internautes suite au dernier remaniement ministériel partiel, la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel a réservé un accueil chaleureux ce dimanche au nouveau ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Sanusi Bantamasso a été reçu en fanfare par ses fans au siège du parti. Une manière pour les jeunes de cette formation politique de réaffirmer leur soutien à cette décision du chef de l'État et au nouveau promu. Le professeur Alpha Condé, président de la République, vient de poser un acte fort, acte pour le retour au sein du gouvernement de 2 grands militants du RPG Arc-en-Ciel, les camarades Sanusi Bantamasso et Dr Ibrahim Kourouma. Aux côtés de nos 2 camarades, d'autres enregistrent leur entrée au sein du gouvernement. La jeunesse du parti, par ma voix, remercie le président de la République pour cette marque de confiance à l'endroit des militants de notre famille politique. Très souriant, l'ex-ministre conseiller chargé des missions à la présidence de la République a remercié tout d'abord ses admirateurs et le professeur Alpha Condé pour la confiance renouvelée à sa personne. Sanusi Bantamasso a profité aussi de cette tribune pour rappeler son bilan à la tête du ministère des Sports. Les premières démarches de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée, la construction des maisons de jeunes, l'achat d'un groupe électrogène pour le stade du 28 septembre sont entre autres acquis dont se réjouit Bantamasso.
Il a ensuite promis de continuer sur la même lancée pour cette nouvelle aventure, cette fois le département plus large qui est des sports, de la culture et du patrimoine historique. Il faut d'ailleurs dire que ce décret du président de la République, le professeur Alpha Condé, continue toujours de faire débat dans la cité. Si pour beaucoup, le retour de Sanusi Bantamaso et Ibrahima Kourouma est mal perçu pour Aluseni Makanera Kake, en plus des deux, la nomination de Frédéric Loy aussi est un acte de reconnaissance et de la justice que vient de poser le chef de l'État vis-à-vis de ses compagnons de lutte politique. Daouda Mohamed Kamara. Malgré son scepticisme vis-à-vis de la gouvernance du président Alpha Condé depuis son départ du gouvernement, l'ancien ministre de la Communication, contrairement à beaucoup qui dénoncent notamment le retour aux affaires de Bantamaso et Ibrahima Kourouma, Aluseni Makanera Kake salue plutôt cet acte présidentiel. Pour la simple raison que Bantamaso, Kourouma, Mohamed Traoré, Frédéric Loy ont été victimes d'une injustice, d'un petit clan autour du président de la République, un clan qui a son agenda et qui veut détruire tous ceux qui ont une certaine compétence ou une certaine assise au sein du RPG Arc-en-Ciel. Si le président de la République se retrouve, il fait venir des gens avec qui ils se sont battus hier, qui ont été constants, cohérents. Même au sein de l'opposition républicaine dont il est membre, ces décrets sont pourtant attaqués, notamment par le chef de file de l'opposition. Une contradiction que Aluseni Makanera Kake explique à sa manière. Ceux qui parlent au sein de l'opposition républicaine, c'est des politiques qui apprécient un acte du président de la République. Moi, c'est un ancien ministre, un ancien du RPG Arc-en-Ciel, qui a côtoyé Alpha Condé et qui a côtoyé tout et le clan et les gens qui reviennent. Moi, je parle en tant que Makanera qui a côtoyé tous ces gens-là et qui sait ce que les autres ne savent pas. Et de préciser que même uni, chaque parti politique de l'opposition conserve son autonomie et son indépendance. Au niveau de l'opposition, nous nous battons pour l'unité, non l'uniformité. Nous sommes des partis politiques indépendants. Nous avons une plateforme. Nous avons des valeurs que nous défendons. Mais à l'intérieur, chacun est indépendant. Notre objectif, il y a des valeurs pour lesquelles nous avons accepté de défendre. Mais chacun peut avoir une certaine vision par rapport à un autre point. Pour Cellou Dalein Diallo, par exemple, ce week-end, ces limogeages s'expliquent par le fait qu'Alpha Condé veuille s'entourer des promoteurs du troisième mandat en se débarrassant de ceux contre le projet. En prélude de la tenue des élections locales en Guinée, des jeunes aussi continuent de manifester leur volonté d'y participer à travers des candidatures indépendantes. C'est le cas par exemple de Ibrahima Sinkunkaba qui compte briguer la mairie de Matoto. Et pour répondre aux besoins de la dite commune, il en appelle à l'engagement citoyen de tous et surtout ceux résidant dans cette municipalité. Le reportage est signé Aïssata Fofana. Le président Kennedy a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Une citation que Sinkunkaba compte bien mettre à profit pour participer activement au développement sociopolitique et économique de la commune de Matoto. Après des attentes infructueuses auprès des partis politiques, il se décide, comme bon nombre de jeunes Guinéens aujourd'hui, à se lancer dans le combat en incitant sa génération à prendre en main les destinées de leur municipalité. Depuis 2010, nous avons délégué à l'ensemble des partis politiques la charge d'assumer, de nous trouver et de nous proposer des solutions pour améliorer le quotidien et l'avenir de ce pays. Pour l'instant, ça n'évolue pas comme nous aurions souhaité. Mais nous avons une occasion en tant que citoyens. La Constitution nous permet, en tant que citoyens, de nous engager et nous donne les moyens d'essayer d'agir localement. Et cette occasion, c'est l'élection communale. Face aux besoins croissants de sécurité, de salubrité, d'infrastructures et de développement économique de la plus grande commune de la capitale, Ibrahima Sinkunkaba compte se saisir des avantages que lui offrent les codes de collectivité locale pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Dans le code des collectivités, vous avez les compétences des communes qui sont là. Rien que ces compétences suffisent. Il y a les mécanismes de gestion. On définit des modalités de mobilisation financière. Mais c'est à nous de nous approprier. C'est à nous de comprendre ces textes et de l'utiliser, d'en faire des atouts. Des atouts certes, mais fera-t-il le poids face aux représentants des plus grands partis politiques du moment? Attendons tout de même de voir.
L'ambassadeur du Japon en Guinée était ce lundi dans les locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale. Isanobu Hassama était surtout venu visiter les installations du centre de diagnostic de l'institution, un centre qui vient d'être doté des équipements de dernière génération pour répondre aux aspirations de la clientèle. Le compte rendu de la visite est signé Soari Bouakar. Sur les pas de travers de la CNSS, l'ambassadeur du Japon en Guinée a découvert ce lundi les installations du centre de diagnostic de cette institution. Visiblement satisfait de l'évolution de cette structure et étant d'ailleurs affilié à la caisse, ce diplomate estime que désormais la Guinée est suffisamment outillée pour faire des diagnostics corrects. Nous avons remarqué que les équipements qu'on a vus de la CNSS, ce sont des équipements très moderne qui pourrait contribuer pour un bon diagnostic des affiliés de CNSS. Donc la grande majorité des cas, beaucoup de gens n'ont plus besoin d'aller au pays étranger pour les diagnostics. Car ici, la majorité des diagnostics peuvent être effectués correctement. Et à l'ambassadeur du Japon en Guinée d'ajouter que tous les travailleurs devraient normalement être enregistrés à la CNSS et s'acquitter correctement de leurs cotisations afin d'accompagner le changement qui s'opère ici. En réponse, Malik Sanko, le directeur général de la CNSS, a étalé les ambitions futures de l'équipe qu'il dirige. Une ambition basée sur la formation. Nous avons besoin, au-delà de la fourniture de ces appareils, nous avons besoin d'une assistance technique. Il faut que nous soyons accompagnés pour permettre réellement à la caisse de rentabiliser ce qu'elle a déjà dépensé pour l'acquisition de ces biens, mais aussi nous permettre d'avoir des cadres assez qualifiés permettant de faire la lecture, notamment en matière d'imagerie, de diagnostics qui seront posés. À cette occasion, Malik Sanko a profité pour annoncer l'arrivée très prochaine de nouveaux appareils pour parfaire l'imagerie médicale dont dispose la Caisse nationale de sécurité sociale. 19 corps sans vie ont été retrouvés au large des côtes guinéennes après l'éboulement survenu en Sierra Leone. C'est un bilan présenté par la cellule de crise ce lundi à Conakry. Cette cellule, vous le savez, a été mise en place par le gouvernement guinéen au lendemain de la catastrophe survenue en Sierra Leone. Fatou Kébé pour nous faire le point. Au moment où le nombre de personnes portées disparues s'accroît en Sierra Leone suite à l'éboulement, certaines victimes sont retrouvées sur les côtes guinéennes. Et selon la mission de recherche, ces corps ont été récupérés presque dans un état de décomposition au terme d'une patrouille. Il y a eu effectivement 19 corps et parmi les 19 corps, il y en a un qui n'a pas pu être identifié formellement parce que c'était des membres dont on n'a pas pu savoir si ça appartenait à un homme ou à une femme. Alors tous ces corps ont été retrouvés comme ça a été présenté un peu partout sur les côtes de Guinée, particulièrement les corps qui partaient de Sierra Leone par la mer avec le courant et le vent qui sont venus s'échouer sur différentes zones en Guinée, particulièrement du côté de Conakry, dans le sud à Kabak et dans le nord à Koba. Au cours de cette opération, les agents de patrouille ont été confrontés à certaines difficultés comme l'identification difficile des corps ou encore le manque de matériel d'urgence. Les difficultés qu'ils rencontrent, c'est bien évidemment des problèmes d'urgence pour avoir du matériel rapidement, pour pouvoir aider les personnes, les acteurs qui sont présents sur le terrain, sur les débarcadeurs, les pêcheurs, pour qu'ils puissent justement relever ces corps, les amener dignement et après les enterrer de la façon la plus simple. Très émue, l'ambassadrice de la Sierra Leone en Guinée a exprimé sa satisfaction à l'endroit des autorités guinéennes. Mabeti Dramé a aussi sollicité la reconduction de cette cellule de crise au sein de la Manoriva Union. All the briefings that I've been getting. Tout le rapport qu'elle a déjà reçu depuis que cette crise. It was not only handled with urgency but with professionalism. C'était même pas pris par rapport au niveau de l'urgence, mais
La mission là a été quand même exécutée avec beaucoup de professionnalisme. Hommes et de biens à travers le Mano-River. We are also able to move poverty and sickness across the borders. Alors si on a des protocoles d'accord pour traverser les frontières avec les biens, avec les marchandises, également on peut traverser avec les maladies et avec les pauvretés. Selon le préfet adjoint maritime, à date, la consommation des poissons de mer est dorénavant permise après l'observation de 11 jours de trêve. La protection de l'environnement est l'une des préoccupations de la jeune chambre internationale Conakry Elite. C'est dans cette optique que les membres de cette ONG caritative ont procédé ce dimanche à une campagne de reboisement au niveau de la forêt classée de Dabompa, c'est bien dans la commune de Matoto. Le point avec Djaoubachi. Cette campagne de reboisement à la forêt classée de Dapompa vient renforcer la dynamique de restauration de l'écosystème engagé dans la capitale guinéenne. Une action hautement appréciée par le service communal de l'environnement de Matoto. À en croire Bari Mamadou Pita, cette forêt qui date du temps colonial meurt aujourd'hui de sa plus belle mort du fait des jagissements de l'homme. Cette forêt-là, Dapompa Anta, maintenant, avant c'était la forêt de Kaloum. Le moment où le temps colonial le classait par décret, c'était le 18 août 1944. Ça comportait 672 hectares. Mais avec l'agrandissement de la ville, de la capitale, ça a diminué jusqu'à l'heure où nous sommes. La superficie des deux forêts est de 16,5 hectares. Pour préserver les 16 hectares restants, cet agent environnementaliste appelle les autorités à agir au plus vite. On a maintes fois fait le début de la clôture des deux forêts. Impossible. Jusqu'ici, peut-être, le ministère n'a pas eu le financement. Comme Kakimbo c'est déjà clôturé. Mais ici, Anta et Dapompa, ce n'est pas clôturé. Si on ne clôture pas, les gens finiront de grignoter. Les forêts classées de Anta et de Dapompa risquent de disparaître dans quelques années ou d'être transformées en dépotoirs d'ordures si rien n'est fait, prévient Bari Mamadou Pita. Comme Dapompa et Anta, nombreux sont aujourd'hui des sites de même genre qui sont en train progressivement de disparaître à travers le pays. À présent, des catastrophes naturelles. Niamey submergée. Samedi, la capitale du Niger a été touchée par des pluies diluviennes, 108 mm de pluie en seulement quelques heures. Un quartier anxieux a été littéralement grillé de la carte et on dénombre 1 millier de sinistrés. Suivez. Il a fallu quelques heures de pluie torrentielle samedi matin pour que Saleh Mossi perde tout ce qu'elle possédait. Sa maison en argile a comme fondu sur pied, réduite à un tas de boue. Cette veuve et ses 7 enfants rassemblent leur dernière énergie pour tenter de sauver le peu d'effets qu'il leur reste. Ça a été si vite avant que je me rende compte que l'eau m'arrivait à la poitrine. Heureusement que nous avons été secourus, mes enfants et moi, par les voisins. N'emporter, même ses habits, c'est à donner. Secours à défaut de matelas, on veut juste avoir une natte pour dormir et de quoi manger en attendant des jours meilleurs. Près de 80% de Gabagoura a connu le même sort. Dans ce quartier en banlieue de Niamey, près de 1000 personnes se retrouvent sans toit. Dans la maison du chef du village, la première vague d'aide gouvernementale est arrivée. Des nattes, des sacs de riz, mais pour l'heure, la difficulté c'est de reloger les sinistrés. Voulu dans un premier temps ramener bon nombre donc, de ces sinistrés dans les écoles. Malheureusement, ces écoles aussi ont été touchées. Actuellement, presque toutes les écoles que nous avons sont submergées. La semaine dernière, c'est le sud du pays qui est suivi torrentiel. À Maradi, 7 personnes sont mortes, près de 2000 familles sont sinistrées. En pleine rentrée gouvernementale, le chef de l'État Emmanuel Macron, en chute libre dans les sondages, a encouragé ce matin son gouvernement de faire preuve de volontarisme, d'ambition, d'exigence. Certains précisent le pire, a-t-il dit, mais il ne faut jamais céder place aux catastrophes. Suivez.
C'est la rentrée des ministres et il faut endiguer la chute dans les sondages. Alors avant même le début du séminaire du gouvernement, Emmanuel Macron dédramatise. Bien, certains prédisent le pire. Jamais céder au Cassandre. Certains peut-être même le souhaitent. Mais si nous sommes là, c'est pour faire, avec détermination. Un sourire pour afficher sa foi en l'avenir. Il s'agit en réalité de reprendre les choses en main. Alors un peu plus tôt ce matin, le gouvernement s'installe dans les fauteuils des matinales. Nous sommes à la rentrée. Et ce qui m'intéresse, c'est pas les petites maladresses qu'il y a pu avoir parce qu'on arrive au pouvoir, parce qu'on doit prendre des décisions. Ce qui m'intéresse, c'est le temps long. Je pense que le courage à court terme n'a pas comme récompense une popularité immédiate. Ce qui compte, c'est de travailler non pas l'opinion, c'est de travailler pour la nation. Heureusement que le général de Gaulle, heureusement que François Mitterrand n'ont pas regardé tous les jours les sondages, tous les jours les commentaires pour savoir s'ils étaient ou pas dans le bon chemin. Le chemin justement d'Emmanuel Macron sera semé d'embûches en cette rentrée de réforme pour l'opposition de gauche comme de droite. C'est le retour sur terre brutal et qu'il va falloir que le gouvernement prouve ses capacités, prouve qu'il est capable de faire des réformes et soit suivi. M. Macron se présente comme un homme nouveau, jeune, etc. Mais il continue à faire ce qu'ont fait ses prédécesseurs, d'ailleurs qui n'ont aucune influence sur les chiffres du chômage. Ça ressemble à des gens qui se réveillent avec la gueule de bois et après avoir pensé qu'il leur suffirait de s'aligner tous derrière Jupiter pour pouvoir voir la mer s'ouvrir sous leurs pas, ils se rendent compte que effectivement les choses ne sont pas si simples. La stratégie qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu serait-elle en panne au moment de gouverner? Le président et ses ministres devraient s'adresser davantage aux Français dans les jours à venir pour tenter de se faire comprendre. Direction à Bruxelles à présent, où la négociation a ouvert ses portes aujourd'hui avec le Royaume-Uni. Les Britanniques sont impatients de discuter des futurs accords commerciaux avec l'Union européenne. Les Européens exigent de leur côté de se concentrer d'abord sur l'organisation de leur départ. Suivez. Les positions de Londres manquent de substance. Bruxelles traîne des pieds. Britanniques et représentants de l'Union européenne ont donné le ton ce week-end avec ces échanges d'amabilité. La reprise des négociations sur le Brexit s'annonce tendue ce lundi. L'UE, représentée par le Français Michel Barnier, refuse d'évoquer les aspects commerciaux tant que des avancées suffisantes n'ont pas été trouvées sur 3 points majeurs. Le sort des citoyens européens présents sur le territoire britannique, la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, et enfin, le montant de la facture que devra régler le Royaume pour quitter l'Union. Une source européenne citée par l'AFP affirme qu'un très grand fossé sépare toujours les deux parties. Au Royaume-Uni, les travaillistes, principal parti d'opposition, tentent de faire entendre leur voix et clarifient enfin leur position. Le Parti travailliste chercherait un accord de transition qui maintiendrait les mêmes conditions de base que nous connaissons actuellement dans l'Union européenne. Cela veut dire que nous voudrions rester dans une union douanière avec l'UE et dans le marché unique pendant cette période. Les travaillistes soutiennent que leur point de vue est partagé par de nombreux syndicats et entreprises. Mais dans cette tribune, ils expliquent aussi que ces appartenances au marché unique notamment pourraient aussi se poursuivre après cette période de transition. De quoi énerver les partisans du Brexit outre-Manche. Je refuse que des personnes qui n'ont pas été élues nous disent quoi faire. On ne voit aucun Brexit se mettre en place et je ne pense pas qu'on le verra avant un bon moment. Quelqu'un devrait s'en occuper et faire bouger rapidement les choses. J'espère qu'ils vont nous faire sortir entièrement parce que c'est pour ça qu'on a voté. Un compromis plus soft? Non. Britanniques et Européens sont réunis à Bruxelles jusqu'à jeudi pour ce nouveau round de négociations. Mais le bras de fer sur les conditions du divorce devrait se poursuivre pendant de longs mois encore. Dans l'actualité également, ce éboulement qui submerge Houston, la plus grande ville du Texas, a subi des inondations sans précédent. En ce moment, c'est l'effet de la puissante tempête qui a touché Houston samedi, phénomène qui a déjà tué 3 personnes et fait des milliers de sans-abri. 30 000 personnes sont dans les centres d'évacuation à Houston, situation critique démesurée encore plusieurs jours suivis. Les bateaux ont pris la place des voitures dans cette rue de Houston. Près de 70 cm d'eau sont tombés en 2 jours au pied des gratte-ciel. Dans certains quartiers, les habitants fuient comme ils peuvent sur des canaux de sauvetage avec les dernières affaires qu'ils ont réussi à sauver. Certains sont très choqués, comme cette jeune fille qui est assise
assistée impuissante. La maison de mon amie est ravagée. C'est terrible. On travaille si dur et ces catastrophes arrivent et nos souvenirs sont volés par quelque chose qu'on n'attend pas. Plus d'1 millier de personnes ont été évacuées dans les rues de Houston et l'eau continue de monter dangereusement par endroits. Certains ont été surpris en pleine nuit. À 6 h du matin, quelque chose est tombé dans ma chambre. Ça nous a réveillés. L'eau déferlait tellement vite. Certains l'ont échappé belle, comme cet homme qui veut s'enfuir en camionnette, mais doit se résoudre à l'abandonner face à la chance du courant. Plus loin, c'est un journaliste en direct qui intervient pour arrêter un véhicule de police. Il y a un chauffeur de camion coincé dans l'eau. Merci. Au bout de quelques minutes, les policiers réussissent à extraire le chauffeur. Ma plus grande préoccupation est de sauver les habitants. Beaucoup sont encore piégés chez eux par les inondations. Nous devons les amener vers les abris le plus vite possible. En 24 heures, plus de 50 000 appels de détresse ont été enregistrés. Des milliers de militaires sont mobilisés pour aider les pompiers et les secouristes. À Houston, la pluie continue de tomber et les inondations devraient se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Ah oui, quand la nature est fâchée, difficile de la canaliser. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, mardi, vous serez en compagnie de Gianca Sissi. Encore une fois, merci et portez-vous bien.